Est-ce que tu penses que c'est réellement un frein, comme tout le monde peut le penser, ou c'est plutôt une force? La banlieue? Ouais. La banlieue, c'est trop smart, mec. J'ai pas la phrase exacte, mais il faut pas oublier que la banlieue inspire le monde. Hein. La banlieue inspire le monde. C'est pas forcément un mec qui est né à Paris qui a... T'as des ingénieurs dans tous les niveaux. C'est toi et ton école, c'est toi et ton entourage après, tu vois. Tu peux être un génie, t'es mal entouré, et tu peux être un très grand rappeur, t'es mal entouré, bah, on t'a oublié, tu vois. Pareil dans le business. Non, la banlieue, c'est intéressant. En fait, la banlieue, ça t'ouvre l'esprit, ce que j'ai toujours dit. C'est que la banlieue, c'est comme un buffet à volonté. Tu veux manger ça, tu veux manger ça, tu veux manger ça. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Tu vois. T'es pas dans un restaurant typique où tu sais que tu vas manger que ça et on va te dire, bah voilà, c'est comme ça. La banlieue, tu peux aller faire le ramadan avec les mecs, tu peux faire Nouvel An chinois avec les autres, tu peux aller faire des soirs avec les Indiens, tu peux faire des trucs avec les cultures. C'est ça, en fait, t'apprends la culture de l'autre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le 95 Podcast, le rendez-vous de celles et ceux qui font bouger le territoire du Val d'Oise. Aujourd'hui, nous avons pour inviter une personne que j'affectionne énormément. C'est une personne qui m'a vu grandir, c'est une personne qui a grandi dans le même quartier dans lequel j'ai grandi à Villers-le-Bel. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de le recevoir pour qu'il puisse nous faire partager son expérience en tant qu'entrepreneur. Alors, je vais faire une petite introduction sur toi avant de te montrer à nos téléspectateurs. Alors, il faut savoir qu'il a grandi dans un quartier difficile à Villers-le-Bel, où moi-même j'ai grandi, encore une fois. Et résultat, champion de France de burger en 2017, plusieurs restaurants à son actif et un parcours qui prouve que l'environnement ne définit pas la destinée. Je répète, il a un parcours qui prouve que l'environnement ne définit pas la destinée. Vincent Bocara, bienvenue dans l'émission 95 Podcast. C'est bien. Comment vas-tu? Ça va, belle présentation. Bon, hein. je peux t'appeler l'ancien Ouais, l'ancien. Attention, moi j'ai vu Banlieusard 3. Hein. Ouais. Tu peux m'appeler l'ancien, tu m'appelles pas l'ancêtre. Ah S'il a la rêve, t'as vu la rêve ou pas? Non, c'est vrai, j'ai la rêve. L'ancien, ça me fait plaisir. Tu sais qu'on n'a pas beaucoup d'années d'écart hein, quand même. Hein. Bah oui, attends, là ça te fait quel âge? 49. 49 Ouais. Ah. Donc, quand tu étais né, j'avais 9 ans. C'est ça? T'avais 9 ans, pardon. Ouais, parce que sinon, c'est pas bon. C'est 9 ans Ouais. Mais c'est beaucoup. Attends, en 9 années, tu peux faire beaucoup de choses. Hein. Oui, je sais. Mais ça veut dire que t'as 40 ans, mon gars. Ouais, c'est vrai. C'est ça, vrai. Hein. Ça y est, hein. T'as C'est passé vrai, le c'est cap. vrai. Hein. C'est vrai, On est dans la même équipe des 4. Ouais, t'as vu ça? Tu vois. Regarde, en plus, là, il y a la barbe blanche qui pousse, les cheveux. Elle, laisse tomber, c'est un délire. C'est ça. Comment vas-tu? Le poivre et sel. Non, ça va bien. Ça me fait plaisir de revenir ici. Je disais, ça faisait longtemps que j'avais pas traversé Pierrefitte et arrivé à Sarcelles. Ouais. Tu vois, surtout de ce côté-là. Ouais. Je me suis arrêté faire des photos avec les cerisiers, c'était gaulerie. Non, mais ça me fait plaisir. Le lieu, il est incroyable. Hein. C'est beau, hein. Bravo. Ça a changé. Hein. Ouais. Ça a changé, ouais. Ça a changé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bah, je m'appelle Vincent, 49 ans. Grandi à Villers-le-Bel. Enfin, je suis né à Paris, mais grandi à Garges. Et 6 ans, je suis arrivé à Villiers. Même quartier que toi, quasiment juste à côté. Les cascades, la barrière rouge, les burteaux, entre la ZAC et la Cerisée. Donc, passé toute ma vie là-bas. Et franchement, c'est un grand kiff. Moi, j'ai toujours kiffé Villers-le-Bel. J'ai toujours kiffé Sarcelles, Garges. C'est notre vie, quoi. Le 95, c'est quelque chose. Ouais. Alors, champion du monde. France. Burger France. Ah oui, champion de France, pardon. Ouais. Champion de France de burger en 2017. Ça fait 10 ans, là. Ça fait 10 ans. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça a été le tremplin. Exact. Est-ce que tu peux nous résumer assez rapidement toute l'expérience professionnelle qui t'a amené à gagner ce concours-là? Ouais. En fait, tu vois, moi, il y a eu plein de voyages. Tu connais un peu mes anecdotes, mes histoires. J'ai beaucoup habité à l'étranger. Quand j'avais marre de rester au quartier, je charbonnais comme un malade et je partais aux États-Unis, au Japon, en Australie. Je faisais quand même grave pas mal de tours du monde à chaque fois avec les moyens du bord, tu sais, avec James, avec Farid. On faisait toujours une bonne équipe. Et un jour, j'étais... les gens ils connaissent l'histoire, mais je te la raconte. Un jour, j'étais à Singapour. Je bossais là-bas et j'ai Robert, mon assos,
Oui. Tu connais Robert? Bien sûr. Très bien, quand même. Un autre ancien. Ah oui. Et lui, il était en Irlande. Il me dit, viens, c'est un Asiate, tu vois. Et il me dit, et puis moi, je connais bien la culture asiatique. Et il me dit, viens, on ouvre des restos à Paris. J'ai dit, vas-y, je suis à Singapour. Ce que je voulais faire, ça l'a pas trop fait. Je rentre en France. Et on a ouvert les restos en 2017, tu vois. Et nous, à la base de ma génération, je pense que toi encore, c'est un peu le cas aussi, par rapport à la génération de maintenant qui sont plus, ils sont dans le turfu de fou. C'est que nous, à l'époque, quand tu allais voir la conseillère d'orientation, tu lui demandes, elle était orientée dans plomberie, mécanique, action commerciale, action marchande, vente, secrétariat, avec ça comme cursus scolaire, tu vois. Donc moi, j'ai fait du commerce, j'ai fait de la vente, j'ai fait un bac, j'ai fait un BTS, un BEP, un bac pro, j'ai fait un bac +2. Pour pas aller à l'armée, je suis parti à la fac de Saint-Denis, histoire de faire un DUG. Ouais. Et j'ai kiffé. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à dire, ouais, je sais pas ce que je veux faire. Vas-y, je commence à faire le tour du monde, je commence à voyager, etc. Donc, tu apprends les cultures, tu apprends les gens, tu t'ouvres un peu sur le monde. Parce que si tu restes, je dis ça pas pour les mecs qui tiennent les murs à la gare, mais quand tu restes enfermé au quartier, bah, tu n'apprends pas forcément grand-chose. Tu restes enfermé sur ce que tu sais. Nous, on allait tout le temps en soirée à Paris, on était tout le temps sur Paris, on bossait sur Paris. Mais par contre, le cœur, c'était vraiment, on était toujours à Villiers le soir, jusqu'à je sais pas quelle heure. Avec Robert, on se baladait à promener les chiens jusqu'à 1h du matin entre traverser la Cerisay et la ZAC. Je me souviens, Il y avait son gros chien et mes 3 chiens à moi, c'était le bordel. Et on se baladait, on refaisait le monde, tu vois. On savait pas ce qu'on voulait faire parce qu'à l'époque, quand tu es jeune, tu n'as pas de perspective, tu n'as pas les réseaux sociaux, tu n'as pas Internet. Tu vis vraiment, on vivait vraiment notre génération, on vivait vraiment au jour le jour, tu vois. Donc on a commencé moi je commençais à voyager, Robert il a fait ses trucs, on a ouvert le resto et on a ouvert sur Paris, on a fait un walk, W4 Walk, Oui. World Famous, tu vois. Ouais. Et on était parti loin à l'époque, c'est qu'on s'était dit il y a le M de McDo, il y a le Q de Quick et il y a le W de Walk. C'est pour ça qu'on s'est appelé W4 Walk. C'est le W de Walk, tu vois, avec un gros logo W. On était à Paris, Château d'Eau, Strasbourg-Saint-Denis. Ouais. Et franchement, on a fait vivre le quartier, on a fait déplacer des gens pendant plus de 10 ans. Les gens, ils se déplaçaient parce qu'on a été, on va dire chronologiquement parlant, un des premiers walk à ne pas être les walk à volonté. Ouais. Tu vois, tout le monde venait. Toute la banlieue venait nous voir et puis on mangeait, on faisait des belles assiettes, c'était cool, tu vois. Après, on a commencé à démocratiser. On a vu que la cuisine asiatique avait une belle image, une mauvaise image. Donc, on a commencé à travailler sur des bons produits. On s'amusait à tout faire maison. On n'est pas de la restauration à la base. On a fait du commerce. On a su faire notre dossier pour demander à la banque, même si on a eu que des refus. Donc, c'est la difficulté du métier. Je pense que c'est le cas actuel maintenant pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer. L'argent, tu vas le chercher. Ils ne vont pas te le donner. Donc, il faut vraiment... nous, carrément, on a acheté le fonds de commerce avec nos économies pour aller voir la banque. On a fait un all-in. Donnez-nous juste le crédit, on a déjà un local. Tu vois, on a acheté le local. Ouais. On a tourné la négociation. On a tourné la tête au propriétaire. C'était un daron queuture, un ancien militaire. Ouais. Mais c'était à Strasbourg-Saint-Denis, ouais. Mais genre, cet homme-là, c'était les anciens qui n'ont qu'une parole, tu vois. Oui. Et il nous a serré la main. Il aimait bien, hein, Robert. Il a dit, Chine, t'es comme mon fils. Chinois, Robert, asiatique, tu vois. Oui. Chine, t'es comme mon fils. Et il nous aimait bien, tu vois. Et il nous a serré la main et on lui a plié le crâne, en fait. C'est parce qu'on n'avait pas d'oseille à l'époque. Je te parle de ça il y a 17 ans. Et on a réussi à acheter un fonds de commerce à Paris, 40 000 €, tu vois, qu'on a revendu 15 ans après, 600 000. Ouais. Tu vois, donc, et on a travaillé, on a créé notre image, on a créé notre identité, on a grave travaillé. Et on a fait les choses bien, sans avoir les réseaux sociaux. Nous, les réseaux sociaux, c'était les potes de potes qui ramènent des potes. C'est vrai. C'est comme ça. La chance qu'on avait, c'est qu'en face, on avait le New Morning, la salle de concert. Il y avait tous les mecs du reggae, du hip-hop. Genre, notre premier client, je crois, dans le top 5 des clients qui ont fait la queue les premiers jours en ouvert, il y avait Matt Pokora. Il y avait la section d'assaut qui venait. À cette époque, je te parle des années 2010. Hein. Il y avait tout le Passy, tout ça qui venait manger. En plus, ils étaient de Sarcelles. Donc, on se connaissait sans se connaître, tu vois. Et on a développé la marque. On a commencé à développer le resto. On a lancé un burger de nouilles. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Ouais. On s'est inspiré d'un japonais qui s'appelle Keizo Shimamoto, qui a lancé un burger de nouilles à New York. Et on s'est dit, vas-y, tiens, personne ne le fait. C'est vraiment le début des réseaux, tu vois. Vraiment le début. Et on a lancé ça. On a grave buzzé. Et Robert, il est parti à la Coupe de France de burger, la compétition en 2016. Et il est arrivé 2e. On s'est dit, c'est une compétition qui sort de nulle part. Robert, il est arrivé, il a fait le taf. Moi, j'étais en vacances. C'est pour ça que je ne pouvais pas aller. C'était ma première année avec ma femme. Donc, je me dis, vacances, vacances oblige. Resto après. Et Robert, il a fait la compétition, il a tout déchiré, il est arrivé 2e. Et on s'est réinscrit en 2017 pour la compétition que j'ai gagnée. Et je cherchais une inspiration. Tu sais que moi, je suis beaucoup dans l'Asie.
Beaucoup, même si j'ai tourné un peu à droite à gauche, j'ai beaucoup été en Asie, au Japon, en Thaïlande, Singapour, tous ces trucs-là. Et il fallait que je trouve un peu un concept qui accroche dans la tête des gens et qui donne envie aux gens de découvrir. Et t'es intrigué avant de le manger. Donc, on a lancé un burger de gangster. OG, Black OG s'appelle mon burger. Pain noir. Et OG, c'est Original Gangster. Mais à la base, c'était OG pour les baskets. Parce que moi, je collectionne les baskets. Et une paire de OG, c'est une paire originale, la vraie couleur, vrai modèle, vraie année, etc. Et après, j'ai commencé à changer un peu mon histoire. Et on a développé le burger, inspiration japonaise, inspiration de Yakuza. Et on a fait le boulot, tu vois. Tu laves le cerveau un peu à tout le monde. Tu rentres dans la tête des gens, tu leur racontes une histoire. Et tu vends le produit avant même qu'il ait goûté, tu vois. Tu viens, scénographie, kimono, casquette, lunettes, machin. Tu fais ça bien, tu as toujours le sourire. Moi, j'aime bien tout. Je fais la gueule, mais je suis toujours en train de sourire, tu vois. Et puis, on a fait la compétition et puis on l'a remporté. Depuis que je te connais, depuis que je suis gamin, il y a une de tes qualités qu'on a toujours remarqué jusqu'à aujourd'hui, c'est tu as cette assurance-là et tu as cette facilité de vendre. Et d'où te vient cette facilité-là? Tu sais quoi, hier, j'écoutais un podcast d'un Anglais, là. Parce que t'es l'aîné de la famille. Je suis le plus grand, ouais. Ouais, t'es le plus grand de la famille. Ma mère, elle est... ma mère... famille normale, tu vois. Bien sûr. Pas d'oseille de ouf, on est 4 gosses, tu grandis à Villiers. Vie normale, on n'a jamais été en galère, mais on n'est pas... C'est pas l'opulence, tu vois. Bien sûr. Et je me suis acheté ma première paire d'Adidas moi-même. Ma première paire de chaussures de marque, à l'époque, je me suis acheté tout seul. J'ai pas demandé à mon daron, tu vois. Et on a toujours fait un petit peu de business, on a toujours fait des trucs et on s'est toujours débrouillé. Mais tu vois, les podcasts que j'écoutais, c'est, quand tu le traduis en français, c'est l'art de n'en avoir rien à foutre. Tu vois, bah en fait, j'en ai rien à foutre. Je veux faire, je fais. Je teste, je fais. Ça te plaît pas, je fais. Je teste. C'est pas dans l'agressivité, mais genre, tu t'en fous de ce que les autres pensent parce que les autres sont pas dans ta tête. Et les autres, c'est pas forcément eux qui vont t'aider, mais c'est peut-être eux qui vont venir consommer. Tu vois, si tu leur vends bien le produit. Et c'est comme ça qu'on a toujours fait nos trucs. Moi, ce que je faisais à l'époque, à l'époque, quand tu regardes ça, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de machin. Tu vois, moi, j'allais à Aubervilliers, j'allais acheter chez les Chinois des conneries, des cravates, des pins à cravate, des portefeuilles, des lasers. Et je mettais une petite chemise, j'avais 16 ans, 17 ans, et j'allais vendre à Montparnasse, dans les trucs. Tu sais, j'avais mon père, il est informaticien, donc il y avait l'imprimante à la maison, il y avait tout. Je faisais des faux tableaux avec des faux bons d'achat, comme quoi les entreprises avaient déjà acheté. Et j'allais voir les autres entreprises, on disait, mais hey, ils ont déjà acheté 400 pièces, 500 pièces, 1000 pièces. Donc les autres, ils voient les tampons. Bah, ils achètent. Tu sais, c'est quoi ma technique quand j'ai fait ça? Ça, c'est une fois, j'avais fait ça avec Mara. Mara, quand il était petit, avant que ça devienne la légende que c'est maintenant. Là. Et on prenait tous les petits du quartier et on les emmenait dans les villes voisines. Et on allait récolter de l'argent pour faire des sorties. Sauf qu'on ne faisait pas de sorties. Donc, on prenait les petits avec nous, on les emmenait. On fait, oui, bonjour, on fait les sorties avec le centre pour les petits. Et on avait plein de tampons déjà d'autres entreprises. Donc, les autres entreprises, ils donnaient 2 francs, 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs. Et à la fin, je donnais un sac aux petits, ils étaient contents, ils avaient gagné 30, 40 francs. Et nous, on avait pris 100 francs, 200 francs, on était contents, tu vois. Et on se baladait. Et c'est l'art de dire, mais en fait, fais-le. Tu fais, il n'y a rien à perdre, tu vois. Tu te fais péter, tu te fais engueuler. T'es un enfant, tu vois. Et puis, on a appris. Après, on a commencé à faire un peu de business. On a fait de l'import-export. On a commencé à tirer dans tout ce qui bouge, en fait. T'es obligé de ramener... C'était même pas pour le plaisir de comme les jeunes, ils ont maintenant, de s'acheter sacoche, chaussures, machin. On n'avait pas ça. À l'époque, on n'avait pas ça, nous. On s'en foutait. T'as vu, on avait le ballon. Il n'était jamais gonflé. On joue au foot. On joue au baseball. À l'époque. On joue au baseball, on joue au football. Je crois qu'on était la seule ville de banlieue où on joue au baseball, mec. Et on profitait, tu vois. On profitait de la vie, dans la simplicité. Et on faisait de l'oseille, mais l'oseille qu'on ramenait, l'oseille qu'on faisait quand on avait cet âge-là, c'était pour la famille. On ramenait à la maison pour mettre en plus. Tu vois. On vendait rien, on faisait pas de trucs mal, on vendait pas de drogue, un truc comme ça. Fallait pas, sinon, il connaît fort, tu vois. Clair, Mais on a toujours fait un petit peu de business à droite à gauche, qui nous a appris après, par la suite, à entre guillemets, s'en foutre de tout. Tout se vend, tout s'achète, et on a fait du business comme ça pour se développer. À l'école, on vendait des chaussettes Burlington à l'école. Tu vois, des chaussettes, des casquettes starter. Tu vois, on faisait du biz de tout et n'importe quoi. Et ça nous a appris justement, moi personnellement, ça m'a appris à me mettre dans le milieu un peu du business et d'achat-revente. Et après, surtout du relationnel avec les clients, en fait.
Et puis avant que je travaille dans la restauration, je travaillais dans les palaces. J'étais chauffeur de maître. Je me souviens, oui. Tu vois, et tu avais toujours la grosse Rolls-Royce ou la grosse Mercos qui était garée au quartier. Il Ouais. n'y a jamais eu de casse quand ils disent que la banlieue, c'est dangereux, tu vois. Bon, à Villers-le-Bel, il y a eu des dingueries, mais la Rolls ou la Mercos, elle n'a jamais été pétée en 8 ans que j'ai travaillé. Mhm. Je me suis fait braquer une fois par la police. Et ils ont cru que je l'avais volé. Mhm. J'étais avec Abalo, James. Ouais. Il me braque comme ça. Tac. Sors de la voiture. J'avais une Mercos 600. Je dis, mais c'est la voiture du taf. Je me suis mangé une patate. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est l'histoire de Villers-le-Bel, tu vois. Ouais. Et c'est une réalité parce que j'en ai parlé avec les mecs du quartier il y a quelques jours. On avait fait un restaurant. On avait fait un resto. Il y avait tout le monde. Hein. Il y avait une grande partie, bon, pas tout le monde, il y avait vraiment une grande partie du quartier. Des anciens, on était tous là. Et il y a un truc qui est ressorti, c'est que, en fait, toi, tu as été le pionnier. En fait, tu es celui qui nous a montré que le monde ne s'arrêtait pas à Villers-le-Bel, Ouais. qu'on pouvait voyager partout. Ça, moi, je me souviens, j'étais gamin, on disait, ouais, Vincent, t'as entendu, il est parti au Japon. Oh, t'as entendu, il est parti à tel pays. Oh, t'as entendu, il est parti dans les pays asiatiques. T'allais souvent dans les pays asiatiques. Ouais. Je me souviens. Et aussi, une autre chose, c'est que t'as été le pionnier à avoir entrepris. Personne n'avait entrepris. En tout cas, chez nous, t'as été le pionnier. Non, mais t'as été parmi les pionniers. T'as un exemple pour nous. Mais maintenant, qui a été l'exemple pour toi? En fait, il n'y avait pas trop, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de mentor, tu vois. Mais moi, je voyais mon daron, ça a toujours été un businessman, et il charbonnait tout le temps. Ma mère était handicapée d'un œil, donc elle ne travaillait pas, tu vois. Et elle était à la maison, s'occupait bien de nous, mais mon daron, il a toujours charbonné comme un fou, tu vois. Ça marche pas, ça marche pas, ça, il faut autre chose. Il a toujours eu ses boîtes, sa boîte, il a toujours fait ses trucs. Et quand tu vois qu'à la maison, tu rentres le soir, tu as cette image de ton père qui se gratte la tête parce qu'il se dit c'est dur. Tu dis, bah, faut faire un peu d'oseille, il faut ramener à la maison, tu vois. C'est ça, en fait. C'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est que je voulais ma Nintendo, mon pote. C'est vrai. Je voulais ma Nintendo. Ouais. Je voulais ma Nintendo avec Street Fighter. Je voulais jouer à ça. Tu vois. Et c'est ce que je faisais. Toi, tu venais pas à cette époque-là. C'était ton frère qui venait. Je vous ai payé 2 francs pour venir jouer à la console chez moi. Tu veux jouer à la console? Viens, tu payes 2 francs. Allez, hop. Et on faisait des concours de jeux, tu vois. L'argent avant tout, tu vois. Mais après, non, mais c'était ça. Mais c'était juste pour... c'est vrai, en fait. C'est pas pour s'enrichir soi-même et se dire, vas-y, je mets l'argent dans ma poche et je me mets bien, tu vois. Parce qu'à l'époque, tu t'en foutais. Hein. On allait acheter tous nos jeans au marché de Sarcelles ou au Puce de Clignancourt. C'est vrai. Et on s'en foutait. Il n'y a pas besoin d'avoir la dernière machin, le truc, le chose. On s'en foutait vraiment, tu vois. Fallait être propre, quand même, pour avoir le respect des autres. Mais j'avoue, l'argent, il passait plus à la maison ou des trucs comme ça, tu vois. Et en plus, encore une fois, t'as une petite sœur, 2 petits frères. T'es le seul qui a entrepris dans la famille. Qui est monté ça? On va dire, ouais. Hugo, il a Hugo, un petit peu essayé. tous les quatre, franchement, je te dis, on est bien, en fait, parce que on a toujours bien bossé. Vous avez tous entrepris? Non, tout le monde a bossé. Tout le monde bosse. Tout le monde a des bons postes maintenant. Bien sûr, oui. Mais il n'y a que moi qui a entrepris, entre guillemets. Ouais. Parce que Hugo, il a toujours bossé. Ouais, Hugo, il bosse pour une grosse boîte. Ouais. Maintenant, ça le fait chier. Il est assis dans un fauteuil alors qu'avant, il était sur le terrain. T'as vu? Mais au moins, il brasse. Il m'a laissé sa famille. Ma sœur, c'est une bosseuse de malade. Elle va être directrice d'une énorme boutique bientôt. Très, très gros truc. Ben, c'est le geek de la famille. Il sait tout faire. Mais c'est incroyable. C'est je ouf, me souviens, c'était lui qui imprimait nos documents. Ouais. On n'avait pas d'imprimante à l'époque. Non, Ben, il est fort. Il est fort dans tout ce qui est. En fait, quand tu regardes les 4, on est les 4 différents, mais on se regroupe en fait au final. Mais en fait, qui est entrepris. Moi, j'ai reçu un message de mon frère. Ben, c'est vrai qu'on se parle pas trop. On n'est pas la famille bisounours. On se parle, mais j'ai reçu un message de Ben une fois qui me dit tu m'étonneras toujours. Quand j'ai ouvert un comédie club et que en 3 mois, il a cartonné de fou. Il m'a dit d'où tu sors, en fait. C'est comme mon cousin qui a fait des grandes écoles de cuisine et que du jour au lendemain, il me voit dans un shooting photo avec des mecs qui ont 2 étoiles, 3 étoiles. Et il m'envoie un message, il me dit qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis je suis mais je suis là.
Je suis avec des grands chefs, je fais des shootings photos, je fais des campagnes publicitaires, je fais de la pub pour du fromage, Mhm. je m'en fous. Tu vois, je kiffe en fait. Je suis arrivé Ouais. dans un truc où justement cette compétition de burgers, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours dit d'où je venais. J'ai pas dit Vincent de Paris, non. Le Villers-le-Bel, j'ai toujours dit Villers-le-Bel. Parce que déjà, Villers-le-Bel, on a Macmillan Mhm. et on a Arsenic. Ouais. Tu vois, donc on n'est pas une ville qui est perdue quelque part. Tu vois, Mhm. on est marqué sur la carte. Pas Ouais. forcément. Parfois, Villers-le-Bel, ça parle des émeutes, mais moi, je prends la partie positive de la ville Positif, ouais. où tu grandis avec tout le monde. Tu sais, moi, Mhm. je suis Feuge, tu vois. Mhm. On a grandi avec des Arabes, des Noirs, des Indiens, des Bien cultures, sûr. de tout ce que tu veux, et on n'a jamais eu de problème. C'est vrai. Jamais eu Ouais. de problème. Avant, on était tous ensemble. C'est vrai que maintenant, ça s'est un petit peu divisé, mais on a toujours été tous ensemble. Peut-être la daronne de l'autre, il voit mon père arriver. Mhm. Et je me souviens une fois, je ne sais plus comment il s'appelle, il voit mon daron qui n'avait pas un jeton pour le caddie. Qui casse un caddie, il lui met un caddie. Ouais. Il voit ma daronne avec les sacs, il ramène les sacs. Tu vois, on voyait ta mère, on l'aidait tout le temps, on était content de Mhm. la voir, on lui souriait tout le temps, tu vois. C'est ça, en fait. C'est la banlieue, en fait, c'est ça. Ça ouvre cet esprit de fraternité, je trouve. Est-ce Tu que vois. tu penses que c'est réellement un frein, comme tout le monde peut le penser, ou c'est plutôt une force? La banlieue, Ouais. la banlieue, c'est trop smart, mec. J'ai pas la phrase exacte, mais il faut pas oublier que la banlieue inspire le monde, hein. La banlieue inspire le monde. C'est pas forcément un mec qui est né à Paris qui a tout. T'as des ingénieurs dans tous les niveaux. C'est toi et ton école, c'est toi et ton entourage après, tu Mhm. vois. Tu peux être un génie, t'es mal entouré, et tu peux être un très grand rappeur, t'es mal entouré, bah on t'a oublié, tu vois. Pareil dans le business, non, la banlieue c'est intéressant. En fait, la banlieue, ça t'ouvre l'esprit. Ce que j'ai toujours dit, c'est que la banlieue, c'est comme un buffet à volonté. Tu veux manger ça, tu veux manger ça, tu veux manger ça. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Tu Mhm. vois. T'es pas dans un restaurant typique où tu sais que tu vas manger que ça et on va te dire, bah voilà, c'est comme ça. La banlieue, tu peux aller faire le ramadan avec les mecs, tu peux faire Nouvel An chinois avec les autres, tu peux aller faire des soirs avec les Indiens, tu peux faire des trucs avec les cultures. C'est ça, en fait. T'apprends la culture de l'autre. Tu vois, tu crées un langage. C'est vrai. Tu crées un langage. Et ce langage-là, je pense qu'on l'a perdu un peu, mais je trouve que la banlieue, non, c'est trop fort. Faut juste que les mecs un peu de banlieue, peut-être comme nous, tu sais, on a voulu entreprendre, on sort un peu de cet espace et on évite. Tu sais, nous, on allait dans les grosses soirées sur Paris. Ouais. Je travaillais au bain-douche. J'ai une vidéo, je suis comme ça, Jay-Z, il rappe pour moi. Je le filme comme ça. Jamais, David, tu t'approches de Jay-Z comme ça. On a fait des soirées dans toutes les plus grosses boîtes de Paris. Mais t'es un mec de banlieue, tu rentres en banlieue quand même, tu vois. Ouais. Tu rentres en soirée quand même sur Paris. Tu Ouais. tentes. Moi, j'allais au bain-douche, je me suis fait caler 50 000 fois. Mhm. Jusqu'à je reste devant la porte comme ça jusqu'au premier train. Un jour, il m'a dit, vas-y, tu rentres. Je suis rentré dedans, je fais, waouh, c'est quoi cette boîte de nuit? Je suis plus jamais ressorti. J'allais en soirée là-bas, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et j'avais école en même temps. Et je travaillais en même temps après. Ouais, je me souviens. C'était n'importe quoi. Mhm. Et en fait, c'est juste, faut créer son opportunité. Il faut y aller, tu vois. Ouais. Faut y aller. T'as collaboré avec Thierry Marx. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Après la compétition de burger, Mhm. tu vois, j'avais gagné le championnat de burger. Et il y a un salon à Paris qui s'appelle, qui est au Grand Palais, qui s'appelle, j'ai oublié, ça me reviendra, putain, je le connais en plus, Test of Paris. Tu vois, Test of Paris. Il y a tous les grands chefs qui viennent, il y a des ateliers, il y a des marques, etc. Et je suis à Test of Paris, je me balade avec des potes. Et Thierry Marx, il vient me voir, il me fait burger noir. Je dis oui, c'est moi, tu sais, comme un con. Oui, c'est moi, tu vois. Et puis j'ai un autre pote, Christian, qui était les premiers influenceurs foot qu'il y avait à l'époque, Mhm. qui était avec Thierry Marx plusieurs jours après. Il fait une photo avec lui et il me l'envoie. Genre, on se voit bientôt. Je dis, mais c'est chambé. Et puis moi, comme je travaillais au Four Seasons sur Paris quand j'étais chauffeur, Ouais. et tous mes potes de l'hôtel ont été mutés aussi un petit peu au Mandarin, où est-ce que Thierry Marx il travaille. Donc il s'est dit, ce mec-là, je l'ai vu partout à la télé. Quand j'avais gagné, il y avait une hype dessus. J'avais Ouais. grave bien bossé sur les réseaux sociaux. Les mecs de l'hôtel, ils m'en parlent, parce que c'est mes potes, les mecs qui travaillent au Mandarin. Ouais. Mon pote Christian, qui est influenceur foot, il lui en parle. Il dit, bah, on va faire un truc ensemble. Et je suis venu, et puis on a mis mon burger, on a fait un burger ensemble, et on a mis mon burger dans son palace. Et c'est dommage qu'ils l'ont pas vendu matin et soir, Ouais. mais c'était le best-seller pendant un bon moment à l'hôtel, tu vois. C'était cool, Ouais. tu vois. Et puis ça te donne une crédibilité, tu vois, ça te donne un truc. Et l'anecdote de malade sur ce shooting qu'on a fait ensemble, c'est que je fais mon shooting.
on fait la photo. Déjà, il me demande d'enlever ma casquette. Je fais merde, calvitie. J'ai dit bon, c'est pas grave. T'étais déjà atteint. J'ai fait comme ça. Tu étais déjà atteint. Non, c'est Ça t'avait déjà léger. eu. C'est léger. Mais après, je suis grand, donc ça passe. Donc j'ai fait comme ça. Quoi. On a fait une belle photo, elle est bien. Je rentre au resto, il y avait tous mes potes qui étaient là. Je rentre au resto, je mets mon téléphone à charger parce qu'il n'y avait plus de batterie. Ouais. Il y a un queumé, il vient, il me fait je peux boire un verre d'eau, chef? Je lui dis vas-y, va demander à l'intérieur, il va te donner un verre d'eau au wok. Ouais. Un quart d'heure après, je rentre dans le resto, je vois le fil du chargeur comme ça. Je fais il est où mon chargeur? Il est où mon téléphone? Je fais bâtard, il me l'a volé. Avec toutes mes photos avec Thierry Marc, j'ai pensé qu'à ça. J'ai dit mes photos, je viens de faire un shooting de malade. J'ai appelé les filles qui étaient à l'autre resto. Je dis mets-moi la géologue, s'il te plaît, et dis-moi où est-ce qu'il est. Avec Apple, le truc de géolocalisation. Ouais. Elle me dit, il est là, dans telle rue, il avance tel endroit. Et Paris, on connaît maintenant. Je sais qu'il n'y a pas de métro à cet endroit-là, et je sais qu'à la vitesse à laquelle le curseur se déplace, il est dans un véhicule. Ouais. Il était dans un bus. Je mets un casque, je prends mon bâton de bagarre, là, qu'on a toujours en dessous les restos. On a tous un bâton de bagarre. Ouais. Bâton de bagarre. Je dis, Robert, suis-moi. J'ai pris le scooter, j'ai bombardé. Le truc. Les filles elles me disent, tourne à droite, tourne à gauche. Je le rattrape. Je l'avais vu parce que je l'ai vu rentrer. Je le vois, il me dit, il s'est arrêté. Lisa, elle me dit, il s'est arrêté. Je vois un bus. Je dis, je suis sûr, il est dans le bus, enculé. Désolé, je dis des gros mots. Mais ça mérite. Je fais un dérapage devant le bus, je mets ma tête comme ça, je le vois, je l'ai reconnu. Ouais. Et j'ai reconnu ses baskets. Je tape à la porte du bus, je fais, ouvre la porte. Le bus, il ouvre. Il m'a laissé rentrer, casquette, cagoulé, masqué, bâton. Je vais dans le fond, je lui mets un coup, mon pote, mais ici, pas frappé, juste pour choquer. Et j'ai reconnu à ses baskets, là, une paire d'Adidas bleu ciel dégueulasse. J'ai reconnu à sa paire. J'ai rendu mon téléphone. Le téléphone était éteint. Géologue, je l'ai retrouvé. Et après, j'ai mis une gifle. T'étais obligé? Et en fait, c'est sur le coup. Mais c'est que j'ai mal dormi pendant plusieurs jours parce que je me suis senti mal à l'aise. Oui. Je me suis senti mal à l'aise parce que je me dis, j'aurais dû juste m'asseoir à côté. Je dis, vas-y, rends-moi mon téléphone, connard, et je m'en vais. Ouais. Mais en fait, sur l'énervement, sur le truc, il m'a volé mon truc, tu vois. Un téléphone, ça coûte cher hein, quand même. Et je suis revenu au resto, je vais et après, j'ai posté ma photo avec Thierry Marx. Donc, elle a une anecdote, ce shooting. En tout cas. Donc, c'était marrant. Et est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées? Déjà, les premières difficultés quand on te prend, c'est d'avoir le crédit. Toutes les banques, elles nous ont dit non. Pourtant, à l'époque, tu n'as pas toutes les technologies de maintenant qui t'aident à faire un dossier, etc. Ouais. Et nous, on avait le niveau de l'école. Moi, j'ai appris à faire ça à l'école. Tu vois, mon père m'a un petit peu aidé. Robert, il avait des bases aussi. Donc, on a créé notre dossier de presse. Mais comment j'ai fait le sneaky un petit peu là-dessus, c'est que j'ai pris... J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans le coin, en Europe, en France et tout. Ouais. Et j'ai vu une marque de wok qui faisait comme nous. Je les ai appelés. J'ai fait... T'es obligé, hein? Je les ai appelés. Je dis, ouais, j'adore ce que vous faites. Échange de mails. On aimerait bien ouvrir le même restaurant que vous à Paris. En franchise, votre marque. Le gars, il m'envoie son dossier complet. J'ai fait quoi? J'ai tout effacé. J'ai mis mon nom à la place. J'ai donné à la banque. J'ai donné à la banque. C'est comme ça qu'on a eu le crédit. Parce qu'à chaque fois, on déplaçait le banque. Non. Et on ne voulait pas perdre le local. C'est pour ça qu'on l'a acheté nous-mêmes. Tu vois. Ouais. Et pour avoir le truc, on a pris le dossier d'une autre Kemar. Ouais. On a tout mélangé, tout retapé, tout refait les tableaux avec nos couleurs. On a tout recopié de A à Z. Ouais. Je suis un copieur, moi. Et on a donné ça à la banque. C'est comme ça qu'on a eu le crédit. On a ouvert le resto. On a fait... Franchement, le resto était cool. Bête d'énergie. Et on a fait un resto qui nous correspondait. Ouais. Très urbain. Très asiate. Très jeux vidéo. Tu vois, c'était vraiment... Et il n'y avait pas trop les réseaux à l'époque. Donc, c'est vraiment, comme je te dis, c'est les potes de potes qui ont ramené les potes. Et on ne savait pas cuisiner. Moi, je sais manger. Je suis un bac plus 10 mangeur professionnel. Ouais. Je sais manger. Tu vois. Et Robert, c'est un Asiate. Donc, lui, il a ça dans le sang de la cuisine asiatique. Ouais. Et moi, j'avais ça parce que j'avais beaucoup habité en Asie. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé les marques. Et du jour au lendemain, tu commences à avoir un peu le problème avec les employés qui commencent à un peu se laisser aller parce qu'ils savent que le resto, il tourne. Donc, ils te prennent à la gorge. Ouais. Une fois, tu me le fais pas 2-3 fois, tu vois. Ben, on a viré la chef et on a commencé à apprendre à cuisiner nous-mêmes. Mais il faut cuisiner au wok. Les flammes, le machin, les retours d'huile, il faut apprendre tout ça. Des brûlures, Robert, il a une brûlure ici. Je crois, elle a 10 ans, la brûlure. C'est un retour d'huile bouillante qui s'est mangé quasiment dans l'œil, tu vois. Et on a appris parce qu'on savait que ça, plus ça allait bien faire cette sauce et que ça et ça allait pas ensemble. Donc, on a appris nous-mêmes à savoir faire notre travail. C'est pour ça que nous, on est des entrepreneurs qui savent faire. On n'est pas le patron qui est arrivé et qui dit, vas-y, fais ça. Comment on fait, patron? Je sais pas, c'est toi le cuisinier. Moi, je sais faire la cuisine.
On sait faire la compta, on sait faire les photos, on sait faire le barman, on a tout appris en fait. On est des entrepreneurs qui savent faire. On n'est pas juste arrivé avec une idée. À la base, on est arrivé avec une idée. Mais on s'est dit, il faut savoir faire. S'il y a une galère, s'il y a quelqu'un de malade, s'il y a un problème, il faut savoir faire. Il faut connaître son métier, en fait. Tu peux pas ouvrir un garage si tu ne sais pas réparer une voiture. Effectivement, oui. C'est mieux, en fait. Ensuite, donc, tu as créé le wok. Ouais. Après, il y a eu le Goku. Le Goku, ouais. On a créé le Goku parce qu'on a vu que l'engouement de la cuisine asiatique, elle avait pété et qu'il y avait moins ce reportage sur M6 des restaurants chinois raviolis baignoires où ils allaient dans des appartements, ils voyaient des mecs en train de faire des raviolis dans une baignoire. On a tous vu cette vidéo qui nous a fait chier. Ouais. Et on a vu que le resto asiatique commençait à péter avec des beaux chefs qui venaient sur Paris, des beaux restos qui ouvraient. On s'est dit, bah, tu sais quoi, on part en mission, on cherche un nouveau resto. On a quasiment fini de payer les dettes de l'un, on va chercher un nouveau resto. Et Robert, il se balade en scooter, il voit un local, celui qu'on a maintenant du Goku. Oui. Il voit des mecs qui passent sous la grille, et lui, il rentre sous la grille. Il fait la visite avec les mecs. C'est-à-dire que le mec de l'agence, il pense que Robert, il est avec les mecs. Ouais. Et les mecs, ils pensent qu'il est avec le mec de l'agence. Donc, il a fait la visite avec eux, tu vois. Et à la fin, tout le monde part, et lui, il reste. Et il dit, ah, il est cool ce local. Il m'appelle, il fait, c'est bon, on a trouvé le local. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je dis, vas-y, signe. On a signé le local en 15 jours. Ouais. Et le type qui nous a vendu le local, c'était un petit commercial d'une agence, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il a préféré kiffer notre délire comme on était, plutôt que de vendre à des darons. Oui, nous allons ouvrir une brasserie. Nous avons arrivé casquette, T-Max, machin et tout. Il a gaulerie, tu vois. En Wall Street, quoi. Ouais, voilà. Il a dit, ouais, je préfère vendre à eux que. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu le local. Et ça fait 10 ans, la semaine dernière. Ouais. Le jour de mon anniversaire, je l'ai signé. Donc, ça fait 10 ans que je l'ai signé le 23 mars 2016. Vous n'avez pas fait d'événement? Non, je fais pas. Non? C'est pas beau. Tu veux faire quoi? Ouais. C'est pas beau, il y a la guerre, les gens sont pas contents, tu vois. C'est vrai. J'attends qu'il fasse beau, j'attends qu'on fera. J'ai des idées dans la tête, on fera quelque chose au moment venu. Les gens, ils ont pas d'oseille, tu vois. C'est 2,60 € le litre d'essence. Tu vas venir jusqu'à chez moi, tu vas manger un verre d'eau après, tu vois. Moi, je veux que tu viennes chez moi, tu kiffes, on s'ambiance. Ouais, c'est vrai. Et on a ouvert le Goku. Et ce qu'on s'était amusé, c'est qu'on avait fait une communication masquée. Parce que je voulais pas que les gens identifient le Goku comme le wok. Ouais. Donc, on a fait des masques de l'opéra chinois. Je me souviens. Et on a coloré comme le masque du roi singe. Ouais. Parce que Goku, c'est pas Son Goku, c'est le roi singe, c'est la mythologie chinoise. À la base, c'est là-dessus, même si on est fan de Dragon Ball à fond, tu vois. Ouais. Et on a fait une communication en anglais. Et on communiquait avec les journalistes en anglais. C'est comme ça qu'on a eu une grosse hype. On a ouvert, ça a démarré dur, parce qu'il y a eu les attentats 1 an avant à Bataclan. Je me souviens, oui. Donc le quartier était encore un peu tendu. Et après, c'est au moment où on a gagné la Coupe de France de burger en 2017, où le resto, il a fait rocket, direct. Ouais, SpaceX, le truc, il a fait. Il est parti tout de suite et il s'est pas arrêté jusqu'à. On va dire jusqu'à 2023, on a fait ça. Ouais. Et 2023, tout le monde, dans notre milieu, je pense dans les vêtements, dans tout aussi, mais 2023, on a tous fait ça. On est tous descendus de 20-30%. Mais c'est impressionnant parce que tu dis, vous avez ouvert le Goku en 16. En 2016. Vous avez ouvert le Goku en 2016. Donc, tu dis de 2016 à 2023, donc la montée, elle est exponentielle. Ouais. Mais dans cette période-là, il y a eu le Covid. Covid, on a tout déchiré. Et comment tu peux l'expliquer? Parce que c'est que pendant le Covid, on regardait dans les médias, les restaurateurs se plaignaient. Il y a eu beaucoup de restaurants qui se sont fermés. Et puis vous étiez en montée. En fait, moi, mon cerveau, il allait vite. C'est que quand on a vu que le Goku avait pété avant le Covid, on a fermé le wok. Ouais. Parce qu'on s'est dit, attends, le Goku, la première année où on l'a ouvert, on a fait 1 million. Le wok, il fallait 3 ans pour faire 1 million. On s'est dit, viens, on ferme le wok, on fait des beaux travaux et on le transforme dans un bistrot asiatique. Genre, une gamme au-dessus du Goku, mais pas trop cher non plus. Genre, comme quand tu allais manger dans un bon resto, genre à 20 balles le plat, tu vois. Et on a fait un resto qui s'appelle Bruce, inspiré de la mafia chinoise. La mafia hongkongaise, on a fait un mini-film qui explique que tu joues aux cartes. On s'est fait bannir fallait écrire des mails à Google parce qu'on a fait un storytelling en disant que c'était un mafieux qui tenait le resto et qu'on a joué aux cartes avec lui dans une cave et qu'on a perdu. On a fait un petit film là-dessus. Et qu'on a perdu contre un mafieux, donc maintenant on est obligé de travailler pour lui. Et Google nous ont bloqués. La fiche a été bloquée pendant 1 an. On leur expliquait, mais c'est une blague. Et en fait, on a pris, et même notre écriture de Bruce, on a pris la signature de Bruce Lee sur son contrat de cinéma, qu'on l'a ressorti, on l'a photoshopé, on l'a écrit sur la devanture. Donc c'est l'écriture de Bruce Lee quand il a fait quand il signait ses contrats de film.
D'accord. On a fait un mec en chemise ouverte Versace avec des chaînes en or, bling bling, vraiment le mafieux, tu vois. Et Mhm. on faisait de la bonne cuisine asiatique, genre on faisait du poisson japonais, on faisait du tartare coréen. En fait, c'était un bistrot, c'est-à-dire on faisait les plats de bistronomie, Mhm. les plats de bistrot Mhm. français, Mhm. asiatique, l'entrecôte, le tartare, l'œuf mayo, la salade, le machin, ça tuait, ça déchirait tout. On a fait vous aussi celui-là, on était trop contents, vrai hype, le resto trop beau gosse. Ouais, Et il s'est cassé la gueule d'une force avec le Covid, parce que quand on a voulu réouvrir après, eh ben, il n'y avait plus de hype. bien Et sûr. on avait tellement grave bossé sur le Goku pendant le Covid que le Goku, il a jamais bossé autant qu'après le Covid. En fait, ce que j'ai fait pendant le Covid, j'ai analysé tout ce qui se passait dans le monde entier. On était tous dans la même galère. Mhm. J'ai vu mes potes de Bangkok, ils faisaient quoi? Mes potes de Tokyo, ils faisaient quoi? Et des gars de New York que je suivais sur les réseaux, ils faisaient quoi? J'ai mélangé les trois trucs. J'ai créé un kit Ikea de burgers à faire soi-même à la maison. Et c'est sûr qu'il est bon, parce que c'est toi qui vas le faire. C'est pas moi qui le cuisine, c'est pas moi qui te le livre. Moi, je te livre, tout est sous vide avec un plan Ikea. J'avais fait un joli plan Ikea avec des dessins comme Ikea. J'avais écrit Ikea, j'avais écrit Black OG avec tu sais, les apostrophes bizarres qu'ils ont Ouais. dans leur langue et tout. J'avais fait vraiment le plan Ikea et tout était sous vide dans des trucs machin où toi t'arrivais et t'avais des vidéos qui t'expliquaient étape par étape comment faire ton burger. Et tous les influenceurs à cette époque-là, ils n'avaient pas de contenu à faire parce qu'ils n'allaient pas dans les restos, c'était fermé. Et ils mettaient que des vieilles vidéos d'eux ou comment ils font du sport à la maison, mais ils commençaient à avoir plus rien à mettre Ouais. et on commençait à s'en foutre de voir des vidéos d'eux d'il y a 4 ans, tu vois. Je suis parti les voir un par un, je leur livrais. On arrivait comme des psychopathes, là. Des gants, Ouais, je me masqués. souviens, ouais. Ça abusait quand même. En Quand tu y moto. repenses, mec, tu étais Ouais. dans ta voiture, tu avais Ouais. un gant, un masque, un bandana, des gants en plastique. Je fais, mais faut arrêter les conneries. Ouais. Et on allait livrer tous les influenceurs comme ça. Et on faisait 150, 200 burgers. On arrivait à 6 h du matin. Enfin, j'arrivais à 6 h du matin. Robert, il arrivait quand il arrivait. Ouais. C'est Robert. Et on mettait tout sous vide. Et après, avec Robert, on avait trouvé un truc de routier. Ouais. On faisait l'autoroute. On a une application pour les routiers qui t'explique comment faire tes déposes dans l'ordre stratégique. Tu Ouais. tapes les adresses de tous tes clients. Ça, c'était galère. Tout taper. Et il te dit, toi, tu vas par là, toi, tu vas par là. Tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Chacun avait une trentaine de commandes. Robert, il partait en mission d'un côté. Moi, je partais en mission de l'autre côté avec la voiture réfrigérée, machin. Et on livrait tous les gens. Et les gens, ils étaient chez eux, ils faisaient des stories de ouf, ils faisaient des trucs. Le Goku, le burger, le machin. Et quand on a ouvert le resto, on n'a jamais fait autant de mailles qu'avant. Mhm. Et on avait une hype de malade. On était passé à la télé plein de fois et tout. M6, ils m'ont fait beaucoup des passes D quand même. Mhm. M6, à chaque fois, j'avais une galère. J'envoyais un message à un journaliste que j'aimais bien. À chaque fois, il me fait, viens, on arrive. Je t'envoie une caméra. Ok, je suis là. Je te fais ça. Ils m'ont bien boosté, tu vois. Mhm. J'aurais bien voulu venir chez Top Chef faire des burgers. Mais bon, c'était pas assez costaud. Ensuite, tu as ouvert le Goku Comedy Club. Ouais. Est-ce Ça, que tu peux nous en dire plus? Ça, c'est pareil. C'est comme le Bruce, il s'était cassé la gueule. Ouais. Et j'avais pas envie de le réouvrir parce que c'était dur et j'avais des chefs qui me cassaient la tête, mais j'avais des vrais chefs qui coûtaient cher, Ouais. tu vois. Et qu'il fallait payer parce que c'était genre, c'est des chefs, tu vois. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai viré tout le monde parce qu'ils me cassaient trop la tête et j'arrivais pas à les suivre financièrement, surtout parce que ça marchait plus après le Covid. Ouais. Parce que c'était dur de refaire la com. Donc j'ai viré tout le monde et je l'ai laissé comme ça, le resto. Je l'ai laissé mourir. Mais comme j'avais 1000 balles de loyer, ça va, Mhm. tu vois. Et de temps en temps, il y a eu Covid numéro 2. Et pendant Covid numéro 2, tu avais le droit de faire de la vente à emporter. Et moi, je mettais mes petites meufs qui étaient là au service Ouais. en vente à emporter, sauf que la cuisine, elle était dans la cave. Et Château d'Eau, il y a quelques années, c'était pas comme c'est maintenant, beau gosse. C'était un peu ghetto. Et tu avais tous les tox qui venaient qui cassaient les couilles aux petites et qui ont agressé 1 ou 2 fois les filles. Je dis, tu sais quoi, je suis pas ça prêt, je ferme le resto. Ouais. J'ai fermé, j'ai arrêté la vente à emporter, c'est simple, pour faire 300 balles, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai fermé le resto, je l'ai laissé dormir. Et un jour, je suis au Goku, Covid terminé. Goku, il blindé dedans, dehors. Je rentre comme ça avec les courses et je vois, il y a machin, je dis pas les noms, hein, machin, et que des humoristes. Ils étaient tous là, tous, ils se connaissent tous, mais ils n'étaient pas ensemble. Tu vois. Mhm. Et je me mets au milieu comme ça, et moi je les connaissais parce qu'ils venaient souvent manger. Mhm. Et je me mets au milieu, je fais le couillon, je fais, hey, c'est quoi, c'est un comédie club ici ou quoi? Tu vois. Et je suis resté comme ça, et le temps s'est arrêté dans ma tête. Tu sais, je suis resté comme ça, je les ai analysés. Robert, il partait 1 mois en vacances, j'ai dit, j'en profite, il n'est pas là. Je le laisse en vacances tranquille, je fais un comédie club pendant qu'il n'est pas là. En 1 mois, j'ai monté un comédie club dans l'ancien resto. Le resto était très beau déjà. Mhm. J'ai pris des palettes de chantier, j'ai mis des belles planches, j'ai acheté de la belle moquette, la plus chère. Ça m'a coûté trop cher cette moquette. Et j'ai acheté des lumières, des machins, des trucs comme tout le matos que tu as ici. Ouais. J'ai commencé avec du bidouille.
J'ai pris 2-3 humoristes que j'aimais bien, que j'ai mis en tête d'affiche avec moi, et on a fait d'un coup comme ça. T'as Gad Elmaleh qui vient, Hakim Djimili qui vient, t'as Fari qui vient. Parfois, Fari, il venait juste, il se mettait dans la salle, il mangeait mes burgers. Fais-moi 2 burgers. Et après, il se cassait. Je lui jouais même pas, il venait juste manger les burgers. Et parfois, t'as les humoristes, ils venaient chez moi prendre des burgers à emporter pour aller manger dans d'autres comédie clubs, parce que la graille était pas bonne, et ils voulaient manger ma bouffe, tu vois. Et nous, on était le seul comédie club où tu peux manger pendant le spectacle. Mais on a fait que des trucs, genre petits burgers sympas, poulet frit. Et souvent, les humoristes, ils disent, je suis en compétition contre un mec qui mange du poulet. C'est-à-dire que je te fais une blague et toi, t'es comme ça en train de manger du poulet, tu me calcules même pas. Donc, et c'était gagné. Et puis, on a pété grave. Et puis, pareil, M6, ils m'ont fait une belle passe D. Je les ai appelés, j'appelle le journaliste, je fais, ah, tu sais, c'est dur. Faut un storytelling toujours. Faut la persuasion. Bien sûr. Ah, tu sais, c'est dur en ce moment, mais pour sauver ma société, j'ai eu l'idée de faire ça. Ah, j'espère que ça va me sauver. Ah, trop bonne histoire, j'arrive. Chut, caméra, journal de 20h. Vincent a sauvé son restaurant et son entreprise avec l'idée qu'il a fait un comédie club. Et boum, explosé de ouf, explosé de ouf. Et puis on a fait plein de trucs, on a fait des spectacles, on a même fait des pesées de boxe taille. Des mecs qui venaient, ils faisaient des pesées de boxe taille dans le comédie club. On a fait Amazon, j'ai mon émission sur M6, j'ai fait 4 épisodes, comme j'ai vendu après, donc on n'a pas fait la suite. Et voilà, puis c'est cool, et ça montre bien que t'as beau venir d'où tu viens, t'as beau ne pas avoir d'expérience dans la cuisine, tout va un resto, pas avoir d'expérience dans le spectacle, tout va un comédie club, pas avoir d'expérience, je sais pas si tu l'as noté, dans le festif, mais tout va un rooftop de 500 mètres carrés, devant la maison de Kylian Mbappé, et tu fous le bordel tous les soirs pendant 6 mois. Ça aussi, on a déchiré. Tu venais, ton frère, c'était mon DJ et tout. Et pareil, t'as beau ne pas avoir, en fait, si tu te débrouilles bien, si tu t'entoures bien, ben, tu fais venir du monde, tu vois. Et on remplissait les restos. Bon, c'est un peu dur maintenant, mais on remplissait les restos, on remplissait le Comedy Club et on remplissait le rooftop. Donc, tu avais 3 activités différentes. C'est-à-dire Goku, il a fait Goku Comedy Club, Goku Asian Canteen et Goku Rooftop. Donc, on avait créé une belle image, tu vois. Et là, ça fait 17 ans. On commence à se mettre un petit peu en vitesse de croisière et on commence un peu à avoir du recul et se dire, qu'est-ce qu'on fait après maintenant ? Parce que notre pic, on l'a déjà eu. Et maintenant, tu encaisses plus comme avant les sous. C'est vrai. Avec la nouvelle génération qui mange le Testi Crousti ou la version Testi Crousti, pour moi, c'est la version du French Tacos, tu vois. C'est un level up de la cuisine, mais pour les petites maintenant. Et donc, nous, on est moins à la mode. Donc, maintenant, on réfléchit à la suite. C'est pour ça que je commence à vendre tout au fur et à mesure. Là, il me reste que le Goku. Et quelles sont tes perspectives d'évolution ? Tu te vois comment dans 3, 4, 5 ans, 10 ans ? Moi, j'étais parti au Cambodge en octobre dernier. Ça m'énerve parce que j'aime bien le Cambodge. Je suis très Thaïlande. J'ai été 57 fois ou 58 fois en Thaïlande depuis 98, tu vois. Mais comme ma femme, elle est cambodgienne, je me dis, grâce à elle, je peux peut-être avoir... Elle fait ses papiers et on peut monter un business là-bas. Elle est psychologue ici, tu vois. Je me dis, on peut faire les trucs là-bas. On est parti plusieurs fois au Cambodge. Mais ça m'énerve parce que je kiffe, mais je le vois pas décoller avant 50 ans, le pays. Il est trop dans le passé. Ça avance pas. 21h, il n'y a plus personne dans les rues. Il n'y a pas de restaurant. Tu tournes en rond, tu vois. C'est pas la Thaïlande. La Thaïlande et le Vietnam. Le Vietnam laisse tomber. Ils sont en train de péter la Thaïlande même. Donc, c'est dur. Et moi, ce que je voulais faire, pour ça, on est parti au Cambodge. Je voulais ouvrir un petit bar, mais un coffee shop. Tu sais, il y a des coffees dans tout Paris maintenant. Bien sûr. Pas coffee comme ça, un coffee de café. Hein. Oui. Okay. Oui, comme Starbucks. Comme les Starbucks. Ouais, mais ça se voit que tu viens pas à ça à Paris. Starbucks, ça n'existe plus. Maintenant, il y a des coffee shops. D'accord. Tu vas boire des matchs à latte. Moi, je déteste ça. Prends un petit latte, beurre de cacahuète, un petit cookie. Et c'est les bureaux 2.0. Tu vas là-bas, tu te mets là-bas, tu prends ton ordinateur, tu rencontres toujours des gens intéressants. Et moi, à Paris, j'ai mon pote Pierre. C'est un DJ et il fait barista en même temps. C'est-à-dire qu'il a un truc, ça s'appelle le Sample Café, où tu vas, t'écoutes que des samples, où il te met que des vinyles de ouf, collection de malades. Et tu bois un bon petit café ou un latte ou peu importe ce que tu veux. Et à chaque fois que j'allais chez lui tous les matins, alors que j'ai la machine à café au resto, à chaque fois que j'allais chez lui tout le matin, je tombais toujours sur une tête qui me dit, parle avec lui parce que t'es en retard au travail, c'est pas grave. Il y a toujours des gens intéressants qui se mettent à un bar, tu vois, au comptoir de son café. Et c'était un café, une petite fenêtre, hein, c'était grand, c'était pas grand. On se mettait tous dehors dans le froid et tu tombes sur des producteurs, des mecs de la musique, des mecs de la mode, des mecs du n'importe quoi. Et tu parles, tu apprends plein de choses, tu grossis ton carnet d'adresses. Et je me suis toujours dit, moi, c'est ce que je vais ouvrir. Je fais des burgers, j'apprends à faire du café.
Il y a un truc à Tokyo, j'ai été les voir la semaine dernière, ça s'appelle Incredible Café. Les gens, si vous regardez sur YouTube, souvent, tu tapes Incredible Café, souvent, tu mets ça en fond d'écran à la maison. Ouais. Tu as des DJ, ils te mettent du son de malade, Ouais. hip-hop, afro, peu importe ce que tu veux, salsa, n'importe quoi. C'est des Japonais. Et dans un coffee shop, donc ils font des cafés. C'est-à-dire, tu bois ton café et tu as un live d'un DJ en même temps. Et souvent, si tu mets ça en mode Pomodoro, tu mets ça à la maison en fond d'écran et ça te permet de bosser. Tu as une petite musique, mais tu as une activité pour l'œil aussi qui te change de ton ordinateur. Et moi, je voulais ouvrir ça au Cambodge. Ça s'appelait Yes Yes Yo, parce qu'il faut que ce soit un peu quinri quand même. Parce qu'en Asie, si tu as une touche quinri, c'est plus urbain pour les petits que si tu as une touche française. Française pour les yeux. Ouais. Et je voulais appeler ça Yes Yes Yo Coffee and Burger. Je fais des cafés du matin au soir. Et je fais des burgers du matin au soir. Et toute la journée, il y a des vinyles qui tournent ou du gros son qui passe. Et comme je connais beaucoup de monde en Asie, je peux faire venir des DJ de Tokyo, des DJ de Singapour, des DJ de Malaisie. Je connais tous les rappeurs de Thaïlande. Je connais les mecs de Def Jam Southeast Asia, tu vois. Ouais. Tous ces mecs-là. La semaine dernière, j'étais avec un mec, c'était une ancienne légende du hip-hop japonaise, tu vois. Et je me dis, ces gars-là, je les connais. Si je fais un beau truc, Cali, l'Asie, ils te font des passes D. Si moi, je suis pote avec toi, eh ben, tu me dis, ouais, va voir mon gars à Tokyo. Si c'est toi qui m'envoies, le gars à Tokyo, il me reçoit comme si j'étais son pote depuis toujours. Ouais. Parce qu'il a confiance en toi. Comme il a confiance en moi, il me faisait la passe D. C'est ça que je voulais ouvrir là-bas après. D'accord. C'est ça, c'est ma suite logique à mon âge. Je suis pas vieux, hein, mais ma suite logique, c'est ça. Ou bosser pour autre chose, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. Le resto, il est là, il tourne. Ouais. C'est notre business de bouche, tu vois. Ouais. Ça tourne. Mais le jour où il y a un next move à faire, je sais pas ce que je veux faire encore. Et dernière question que j'aimerais te poser. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes de quartier qui souhaitent entreprendre? Je trouve que les gars de maintenant, ils ont moins peur qu'avant. Tu vois, nous, on était plus frileux parce qu'on n'avait pas l'ouverture sur le monde grâce aux réseaux sociaux, tu vois. Ouais. Donc, tu savais pas ce qui se passait quand tu allais à Paris. Là, tu vois tout ce qui se passe dans le monde entier. C'est quand je voulais prendre une chambre à l'autre bout du monde, il fallait que j'appelle à l'autre bout du monde. Maintenant, tu réserves une chambre via ton téléphone. Ouais. Donc, les petits de maintenant, ils ont cette facilité, cette opportunité. Il faut juste pas avoir peur. Et si je traduirais une phrase que j'ai entendue en anglais il n'y a pas longtemps, là, c'est « La vie, elle est dure, mets un casque ». Tu vois ce que je veux dire? Elle est bien, hein? Elle est bien cette phrase. Hein. Je l'ai traduit tout à l'heure, je fais attends, en fait, en anglais, elle est bien, mais en français, elle est pas mal. La vie, elle est dure, mets un casque. Mets un casque, tu pars à l'aventure. Tu sais, moi, demain, je monte un business, je me casse la gueule, ça fait mal, j'ai 50 piges. Ouais. Toi, tu as 20 ans, 25 ans, 19 ans, même pas 30 ans. Lance un business, tu te casses la gueule, c'est pas grave. C'est pas grave, fais un autre, teste. Tu vois? Tu testes. T'aimes pas ça, tu goûtes autre chose. Ouais. Il y a plein de choses. Sauf que, comme je te disais avant, nous, avant, on avait le choix entre secrétariat, mécanique ou vente. Les petits, ils ont technologie, machin, truc, mode, tout. C'est incroyable tout ce qu'ils ont dans les écoles. Design, je sais pas, tu vois. Ouais. Je trouve que nous, avant, quand on nous envoyait de banlieue, quand on t'envoyait en orientation, on t'envoyait pas forcément dans ce que tu pouvais faire. Ouais. On t'envoyait où il y avait de la place dans telle école. Moi, j'étais au LEP de Garges. J'ai kiffé. Il y avait des bagarres avec des chaînes de bateaux de temps en temps entre les mecs de la secte et les mecs de je sais plus où là. La secte d'Abdoulaye à l'époque. Mais et la zone 4. Et là, les mecs mais j'ai kiffé, c'était des belles années. J'ai encore plein de potes de cette époque-là. Tu vois. Mais non, juste faut pas avoir peur. Mais les petits de maintenant, ils ont des opportunités. Je vais pas dire que c'est plus simple, mais il y a tellement de choses à faire. Regarde, pourquoi les business de bouffe à Paris, ils se calment? Parce qu'en banlieue, il y en a tellement qui ouvrent. Les mecs de banlieue, pourquoi tu veux qu'ils viennent à Paris? Tu mets 45 minutes pour venir à Paris, minimum. Tu dois garer ta voiture, tu te manges une amende, tu te fais contrôler. Pardon. Peu importe. Ici, tu marches, tu as un bête de restaurant, tu as un bar, tu as un machin. Pourquoi ils viennent plus sur Paris, les gens? En fait, ils ont tout fait Paris pour retirer la banlieue. Sauf que la banlieue, ça ramenait tellement d'oseille, mon pote. Ça venait à Châtelet, ça venait faire les courses, ça venait au cinéma. Maintenant, il y a des cinémas en banlieue. Avant, il n'y en avait pas. Tout le monde allait au cinéma à Paris avant. Tout le monde sortait à Paris. Maintenant, tu n'as plus besoin d'aller à Paris. Tu as tout ce que tu veux dans les belles grandes villes autour de Paris. Donc, si tu as un business à faire, tu peux le faire ici. Et est-ce que tu aurais une idée on va dire, de secteur d'activité dans lequel qui fonctionne actuellement, dans lequel tu peux te lancer? Moi? Par exemple, moi, j'ai envie de créer un business. Je ne sais pas dans quel secteur d'activité j'ai envie de me lancer.
Donc, je viens de voir, je te pose la question. Pour toi, quel secteur d'activité aujourd'hui est Porteur. Tout, hein, j'ai envie de te dire. Les sapes, t'as pas vu toutes les vidéos de... Moi, je vais créer une marque de t-shirt, là. Ouais. Et on a eu une idée, parce que je suis tombé sur une vidéo de Pharrell Williams. Et il m'a fait kiffer. Et chercher avec mon pote Aldwin, c'est lui qui a le mac and cheese à côté du resto. Ouais. Il connaît beaucoup de monde. Il me fait kiffer, il me fait rire. C'est la joie sur Terre, ce mec. Tu le vois, t'as envie de rigoler tout de suite, tu vois. Ouais. Et je me dis, tu peux lancer ta gamme de t-shirts, tu peux lancer ta gamme de vêtements. Avec l'IA, maintenant, tu peux tout faire. Bien sûr. Avec l'IA, tu peux tout lancer. Moi, j'ai un pote, il tournait des vidéos avec moi. Maintenant, il a lancé des IA et il fait grave de la thune dessus, tu vois. T'as France, tu te fais former par... Il y a plein de trucs, il y a plein d'incubateurs, comme ici, tu vois, qui t'apprennent à faire des choses. Mais tous les business sont... Tu sais, le business de demain n'est pas encore créé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est que les business d'avant... Avant, il y avait un mec qui se baladait dans la rue qui disait « Il est 17h25, il est 17h25. » Maintenant, on a une montre. Ouais. Avant, tu avais un mec qui allumait les lumières dans la rue. Maintenant, ça s'allume tout seul. Ouais. Les métiers d'avant sont en train de se terminer. Et des nouveaux métiers ne sont pas encore créés. Donc, invente quelque chose. Ne copie pas ce qui se passe ici. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il se passe tellement de choses dans le monde entier. Il y a plein d'idées à apprendre ailleurs. J'ai jamais copié ce qui se passait en France, moi. J'ai toujours voulu faire des trucs, inspiration, déco, style, concept, de ce que je voyais à l'étranger. Ouais. Avec tous les voyages, ça m'a servi aussi à ça. Tu vois. Et part à l'étranger. Si tu vois qu'ici, c'est biaisé, que ça commence à être dur. Moi, à quel âge mon premier voyage, j'habitais à Philadelphie, j'avais 18 ans. Je travaillais dans les champs, mon pote. Je cueillais des blueberries. Je me suis fait tirer dessus au fusil parce que je faisais du stop. C'était n'importe quoi. Ouais. Et travail. Les petites maintenant, partez. Ouais. Pas partez apprendre. Apprendre pour revenir. Ouais, tu peux partir et faire mieux ailleurs, tu vois. Ouais. Mais partez apprendre, partez découvrir, en fait. Ouais. Tu as les opportunités, tu fais un peu de cash et tu vas bosser. Tu prends un visa, tu vas bosser. Ça se trouve, le game changer, il n'est pas ici, il est ailleurs. Ouais. Bah, en fait, en t'écoutant, tout est dans le marketing, en fait. Il faut. C'est ça qui ramène les clients. C'est... OK. Ouais. Il y a un magasin qui est ouvert à Tokyo, ils vendent des t-shirts blancs. Des t-shirts blancs. Que tous les jours, mon pote. Ils vendent des t-shirts blancs. Marketing est bien fait. Ouais. Tu vois. En tout cas, waouh. Tu sais, je pourrais t'écouter là pendant... Tu vois, là, je te... Et je dis toujours aux invités, mais là, tu vois, le fait que tu me connais depuis très longtemps. C'est vrai qu'on Ça se fait connaît plus de 30 ans que tu me connais. Et là, j'ai appris des choses sur toi que je savais même pas, en fait. Tu vois? On dit pas tout. Non, mais parce que c'est vrai, on a grandi ensemble. On a beaucoup fait de trucs ensemble. Bien Moi, sûr. j'étais avec ton frère et tout. Ouais. Et on n'a pas le même âge. T'es même plus jeune que t'as l'âge de ma sœur. Oui. T'as l'âge Et de j'ai ma dit, on petite était dans sœur, la de même la classe. dernière, On tu était vois. dans la même classe. Mais pourtant, on a toujours, entre ta famille qui venait manger chez moi, ou même le resto, qu'on se voyait tout le temps. Oui. On était du même quartier. Ouais. Et j'ai envie de te dire, ta mère, c'est le maire de... La mère de Villebel. C'est la mère de... Tu vois, tout le monde la connaît. C'est un truc de malade. Donc, tout le monde connaît tout le monde. Donc, on a grandi ensemble. On a appris à se respecter. Et puis, on est du même monde, entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, merci. Merci pour la force. Hein. Avec plaisir. Franchement, je te remercie, Vincent. Parce qu'il y a ceux qui boostent par les mots, par la parole. Et il y a ceux qui boostent sur le terrain. En tout cas, tu en fais partie. Tu es venu, tu as pris ton temps. Tu viens nous booster pour cette émission, pour mon projet que je lance. Non, c'est bien. Tu vois. Et franchement, je te remercie énormément. Et tu connais, c'est la famille, on est ensemble. Hein. Ouais. Mais tu m'as donné envie de faire un podcast. Hein? Tout à l'heure, je réfléchissais, je vais regarder tout le matos qu'il a, je vais regarder comment il fait. Parce que moi, tu sais que je m'étais fait des podcasts de moi, je m'étais fait l'année dernière, je sais pas si on a encore du temps de spi. L'année dernière, c'était la Coupe de France des burgers des 10 ans. Tu vois. Et je voulais de l'actualité. Je suis parti voir 3 potes à moi, 3 gars différents. Un qui est dans la bouffe, un qui est dans la bouffe, un qui est dans la pop culture et un qui est dans le business. Et je lui dis, viens, on fait des podcasts sur moi. Mais ils n'existent pas. Comme ça, je prendrai que les highlights de la vidéo et je les mettrai sur mes réseaux. Et je me suis filmé moi-même avec des mecs comme toi qui me posent des questions. J'ai pris que les meilleurs trucs, je les ai postés, tu vois. Et là, je pensais à un tas. Et j'ai fait ça avec 2 caméras, avec 2 iPhones et des micro-cravates. Et ça passait, tu vois. Là, il n'y a pas le matos beau gosse comme ça. Et là, je pensais à un truc, j'ai envie de faire un podcast qui s'appelle La Graille. Et je vais voir que mes potes de bouffe.
Que mes potes de bouffe, on parle de bouffe et tout. Ouais. Donc, voilà, tu Ouais, vois. moi, tu me dis, hein, si tu as besoin, Non, j'ai kiffé. si moi, t'as j'ai besoin kiffé. qu'on vienne te booster avec grand plaisir. En tout cas, je te remercie d'être le grand frère qui booste réellement les petits frères sur le on terrain. essaye. T'en fais partie parce que y en a beaucoup qui parlent, qui jactent, qui revendiquent venir du quartier. Mais en fait, quand on creuse sur le terrain, ils font rien du tout. Et toi, tu nous boostes. Et franchement, je t'en remercie énormément, Vincent. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah écoutez, ça a été vraiment une... Ouais, c'était riche. C'était très, très riche. Je suis un petit peu ému parce que c'est un grand frère. Ouais, mais attends, on se connaît depuis trop longtemps. Je calculais tout à l'heure, ça fait plus que 30 ans. Hein. Ouais, On s'est vu grandir. Hein. c'est un délire. Ouais, c'est vrai. On a vu grandir tout le monde. Hein. Ah, mec, Ouais. C'est pour ça que je mets des lunettes, moi. il n'y a pas de lunettes. Toi aussi. Ah, en tout cas, merci. Non, de rien. Merci de me booster. Et on est ensemble, de toute façon. Avec plaisir. On est ensemble. Toujours, tu connais. Bah écoutez, je pensais pas que ça allait se finir comme ça. Bah, je vous remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.